Ah oui, et moi je veux pas en fait qu'on en arrive à un état totalitaire, hein. Parce que moi j'ai vu dans certains programmes quand même caméra 24 heures sur 24 et drone. Moi j'ai jamais vu aujourd'hui dans des villes françaises ou des villes à l'étranger où la présence de drones qui volent toute la journée, qui protègent le citoyen. À un moment donné, la protection du citoyen, elle est liée quoi? Elle est liée au lien que nous avons, hein. Si nous n'avons plus aucun lien et que nous ne connaissons pas, comment voulez-vous qu'on crée un lien de confiance? Bonjour, Bonjour. Giovanni Payette, vous êtes venu nous voir ici à Parallèle Sud pour notre émission Candidate-Candidat qu'on a commencé bien avant les élections municipales. C'est une élection qui s'adresse aux gens qui briguent le suffrage universel. Et vous, ça fait 2 fois que vous briguez le suffrage universel. Je serai accompagné de Philippe Lampon, je suis conseiller. Alors, je vais poser la première question. À quel moment vous vous sentiez attiré par l'engagement politique et pourquoi? Alors, l'engagement politique, moi, dès que je suis rentré en 6e, hein, j'étais délégué de classe. Voilà, et au fur et à mesure, en fait, j'étais en 5e, en 4e, etc. Après, j'ai été tuteur aussi quand j'étais à l'université. En fait, il y avait une forme de vouloir en fait, accompagner un groupe, prendre des décisions et porter la voix surtout. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et porter la voix de gens qui ne sont pas visibles. Et ça, c'est quelque chose aussi que je dis assez fréquemment. Moi, je viens d'un milieu, mon papa est un coupeur de canne maçon, ma maman est mère au foyer, on ne peut pas dire qu'on était visible dans la société. Et ça, c'est quelque chose en fait, que je défends depuis plusieurs années, la place des invisibles. Et ça a été par l'éducation, par l'école républicaine, parce que c'est le premier réseau moi, que j'ai bénéficié. Ça m'a... on ne va pas dire que c'était purement politique, mais c'était voilà, dire bon, on peut s'exprimer, on peut ensemble trouver des solutions pour les accompagner. Et après, j'ai poussé le militantisme très loin, plus fort. C'était en 2022 quand je me suis présenté aux élections législatives sur la première circonscription de Saint-Denis. Et là, et depuis ça, en fait, je n'ai pas abandonné, on va dire, la politique au sens actuel, hein. Et voilà, et maintenant me présenter aux élections municipales, en fait, c'était un moyen aussi de réaffirmer, un, que l'on existe, deux, que je suis un habitant, et qu'en fait, une élection de maire, en fait, elle est faite par des habitants et pour ces habitants. Et vous êtes toujours senti concerné, mais alors qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'acte en 2022? Le passage à l'acte en 2022, ça a été vraiment autour d'un repas avec des copains. En fin d'année, on part justement l'année prochaine des élections législatives. Est-ce que vous connaissez votre député? Et là, sur 15 personnes, ça a été non. Je me dis quand même, on ne peut pas continuer comme ça en fait. On ne peut pas en fait délaisser à ce point la politique, surtout lorsque ce sont les députés qui font des normes, qui font des lois, qui nous concernent dans le quotidien. Et moi, ça m'a vraiment interpellé. Et ça s'est renforcé hein, parce que depuis 4 ans, on voit en fait une forme de dégoût, des gens qui ne veulent de déni, comme si en fait la politique, ça ne sert à rien. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument repolitiser. On va vraiment remettre de la politique dans la société. C'est important parce que ça régit nos vies, ça change nos vies. Et moi, je crois que vraiment, c'est ça. Hein, quand on est dans l'école, moi, quand je dis qu'on va à l'école publique, c'est le résultat de combats politiques forts. Quand les femmes votent aujourd'hui, c'est la réponse à des combats politiques. Donc, c'est important de parler de ça et de faire vivre la démocratie à différents endroits. Et en 2022, donc vous vous présentez, vous faites un score qui me semble honorable pour une première présentation, 4,19%. N'empêche, c'est pas assez pour se faire rembourser les frais de campagne. Bah oui, j'ai payé La politique, ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, j'ai emprunté 20 000 euros et j'ai remboursé mon crédit exactement jusqu'à fin 2023. Et ça, je pense que c'est important en fait de le dire. Oui, oui. Voilà, en fait de dire que oui, aujourd'hui, les pouvoirs de l'argent sont partout, les pouvoirs économiques, et en fait l'espace en fait pour faire vivre une démocratie participative, citoyenne de terrain est difficile. On rencontre des difficultés pour ouvrir un compte en banque, on retrouve des difficultés pour avoir un expert comptable. Et au fur et à mesure en fait de ce qu'on appelle la politique, elle s'amenuise, elle reste entre les mains de ceux qui ont de l'argent. Et d'ailleurs, sur France Culture, la semaine dernière, il y a une historienne qui parlait de ça. Elle trouvait justement que aujourd'hui, la citoyenneté, c'est redevenu un peu ce qui était né après la Révolution française, que le vote était réservé à ceux qui payaient le cens, donc l'impôt. Et bien aujourd'hui, je me dis quand même, ça commence à redevenir ça. Ceux qui ont de l'argent peuvent se présenter, avoir une campagne du coup élective qui est en fait qui remplit les réseaux, qui peut conduire la presse à faire certains choix.
Et de l'autre côté, les listes du coup plus citoyennes, de terrain, ils rencontrent des obstacles à chaque C'est pour étape. ça que vous n'avez pas pu y aller en 2024 quand il y a eu la dissolution? En 2024 déjà, j'étais pas là, j'étais en vacances. Voilà. Et ça En s'est fait fait, tellement vite. et entre voilà, juillet c'est et- ça. Donc moi j'étais en vacances. Chaque année, moi je prends mon sac à dos, je fais 10 jours de marche en itinérance. Donc je n'ai que mon téléphone portable, mon sac à dos et mes bâtons et mes chaussures. Et là, j'y étais pas. Et je me suis dit en fait c'était un spectacle. Voilà. Moi quand je me suis présenté en 2022, c'était la NUPES à l'époque. Et en fait qui était un peu l'expression du capitalisme de la finitude. Parce qu'à vouloir Le capitalisme de la finitude. la Alors, NUPES. le capitalisme de la finitude, c'est quoi exactement? Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est en fait qu'on racle tout pour pouvoir rester. Et c'est un peu ça. Et c'est ça en fait aujourd'hui que je me dis. En fait, on arrive sur un monde qui est en train de qui est déjà en train de se déconstruire, où il y a des failles, et pour pouvoir rester, en fait, on est obligé de racler ce qui reste. Et on le voit un peu partout. Et pour moi, la NUPES, c'était un peu ça. Quand je vais loin quand je dis ça, mais en fait, c'était de dire il faut vassaliser tout le monde pour pouvoir exister. Et en fait, on a vassalisé les gens sur des valeurs qui n'y étaient pas, parce que la NUPES n'a pas duré très longtemps. On a réessayé ensuite avec le NPF, voilà, le Nouveau Front Populaire, donc ça c'était en 2024. Ça a été un échec. Et tout ça, en fait, les gens sur le marché forain, ils nous disent, hein, et dans les quartiers, ils nous disent, vous êtes foutus de nous. Moi, je suis obligé de répondre en disant, voilà, mais moi, j'ai jamais été élu. Et j'ai défendu une candidature, du coup, de rupture, d'indépendance et d'autonomie avec les moyens que nous avons. Et ça, en fait, les gens, en tout cas, ceux qui briguent un mandat ne se rendent pas compte de la rancœur et de la colère qu'il y a. Et nous, on porte depuis des années un vrai discours d'apaisement pour dire en fait qu'on ne peut pas continuer à être nourri par la colère. Ce n'est pas possible. Si on doit faire des choix politiques qui vont changer la vie des gens, il faut être aligné, apaisé, croire en des valeurs qui sont fondamentales. Et c'est pour ça qu'on a mis dans le programme municipal, dès la 3e page du programme municipal, on table sur 10 engagements immédiats. Et ces 10 engagements, ce sont des engagements de valeur. Quand on parle de lutte contre la corruption, pas de clientélisme, plafonnement des indemnités, sanctions lorsqu'on a des comportements désagréables ou non corrects vis-à-vis des femmes ou de personnes LGBTQIA+, ou autres. Et tout ça, en fait, ça m'a donné de l'épaisseur. Et cette épaisseur-là, elle est due à quoi? Justement au fait que moi, j'ai grandi dans les Hauts du Tampon, dans le milieu rural, où il y avait quasiment peu de services publics. Moi, les seuls services publics que j'ai connus quand j'avais entre 0 et 15 ans, c'était une école, une mairie annexe et une bibliothèque. Et donc aujourd'hui, quand j'arrive à me présenter pour devenir maire, je me dis quand même, le service public, ça sert quand même. Mais est-ce que c'est pas à cause des mensonges de ceux qui ont été élus que cette défiance Moi, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, et je le dis à chaque fois, en fait, on a des vieux appareils politiques qui sont devenus menteurs, gourmands, voraces, même pour quelques-uns, et en fait, qui sont remplis de vilaines manières. Moi, sur la liste, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui ne votaient plus depuis 20 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 20 ans, on ne vote plus et ils arrivent maintenant à se mettre sur une liste et à briguer un mandat de conseiller municipal. Donc c'est énorme le pas qui est fait. Donc il y a des gens qui n'ont pas abandonné. Et c'est ceux-là en fait qu'il faut récupérer. Et là, vous vous êtes engagé donc, dans la voie citoyenne. Vous avez créé ce mouvement en 2021. Oui. Qu'est-ce qui vous l'a... pourquoi vous êtes parti à créer ce mouvement-là? Est-ce que, par exemple, au moment des Gilets jaunes, vous étiez déjà dans ce mouvement de la voie citoyenne qui n'est pas suffisamment entendue? Non, en 2018, quand il y a eu les Gilets jaunes, mon niveau de militantisme n'était pas aussi poussé. Moi, je venais de rentrer à La Réunion, il fallait trouver une stabilité. Et moi, depuis très longtemps, j'aime pas faire de la politique dans la colère. Je trouve que c'est pas bon, souvent, parce que je suis historien de formation aussi. Oui. Et ça aide aussi d'avoir la lecture aussi politique. Dans la colère, on fait souvent de mauvais choix. Et ça, en fait, je veux plutôt le mettre de côté. Et en 2018, je pense aussi que j'étais pas prêt. Je ne me connaissais pas assez, je n'étais pas suffisamment bien installé, ou en tout cas réinstallé à La Réunion. Aujourd'hui, j'ai plus d'assises, je me connais mieux, je connais ce que je ne veux pas, et je sais dire non. Et je sais aussi ce que je veux réellement défendre. Et voilà, et moi je continue cette ligne-là au fur et à mesure que j'avance dans le temps.
Et la Voix citoyenne, comment il est né? C'était un groupe déjà de personnes? Vous êtes combien dedans? Effectivement, donc c'était un groupe d'habitants, hein, donc Ouais. on revendique ce mot-là de manière assez forte. Hein. Le mot citoyen était tellement galvaudé, mais c'est vraiment des habitants, peu importe leurs conditions. Nous, on dit pour adhérer au mouvement, c'est 1 euro. Voilà. Si vous voulez mettre plus, tant Il mieux. en faut 20 000 pour payer la campagne. Ah oui, oui. Mais donc voilà. Ça vous montre en fait dire que l'argent ne doit pas être un frein à l'expression et à rentrer dans un mouvement. Donc aujourd'hui, effectivement, donc le mouvement il est né en 2021. C'est une association à caractère politique, c'est pas un parti politique. Voilà. C'est dionysien essentiellement. Qui est dionysien essentiellement. Je commence à avoir quelques adhérents dans le sud, donc du coup voilà, ça prend. Mais c'est pas ma volonté et c'est pas la volonté non plus du collectif. L'idée c'est vraiment de se dire, on habite un endroit. Nous devons prendre en main l'endroit où nous habitons. Et c'est pour ça que le mot habiter, ça renvoie vers tellement de choses du quotidien. C'est emmener ses enfants à l'école, c'est se marier, c'est acheter son pain, c'est faire vivre son commerce de proximité, c'est de voir en fait les trous dans le chemin, les trottoirs qui sont cassés. C'est ça, habiter. Et pour moi, c'était vraiment important en fait de dire voilà, on a un mouvement, un parti, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas qui est installé réellement dans le tissu, dans ce qui fait le premier espace à l'extérieur de sa maison. Ce n'est pas le cas des autres candidats. C'est-à-dire que dire nous on est des citoyennes, ça induit que les autres ne sont pas citoyens. Et par ailleurs, c'est un argument presque marketing et tout le monde se revendique de la citoyenneté, de la vie des habitants. Tout le monde est citoyen. Mais quand on ne vote plus, on oublie une partie de sa citoyenneté. Et quand on est habitant, déjà tout le monde habite quelque part, voilà, et par ses choix, parce qu'on peut faire de la politique et ne pas voter, mais par contre être extrêmement investi dans une association, donner des repas. Quand je vois certaines associations, par exemple, qui font une découpe de cheveux pour les personnes qui sont... Ça, c'est de la politique, hein, clairement. Et ça, les gens l'oublient. Moi, quand j'ai fait ma première campagne, je suis allé rencontrer une coiffeuse. Du coup, elle me dit moi, je ne veux pas entendre parler de politique, je ne fais pas. Je dis si. Vous payez vos taxes, vous payez votre CFE, vous respectez, vous emmenez vos enfants à l'école, vous faites de la politique. Et en fait, pour moi, la citoyenneté, elle a été tellement en fait malmenée par les partis politiques qui ont trahi, voilà, menti à différents et qui peuvent, pour gagner, être prêts à tout. C'est-à-dire à même faire exploser certaines ruptures politiques de départ. Moi, des fois, je me dis, mais je ne comprends pas. Moi, par exemple, les élections de 2020 à Saint-Denis, quand je vois tout contre Didier Robert, et qu'on a eu en fait à Saint-Denis un conseil municipal composé en tout cas de la gauche unie et de la droite sociale de Nassima Dindar, et que en fait tous les conseillers de Nassima Dindar n'ont pas été actifs au sein du conseil municipal et en plus de la majorité. Moi, quand j'entends sur le terrain des élus qui sont au Canada, qui sont à Paris, je dis, comment voulez-vous en fait que les gens soient contents de leurs élus? C'est pas possible. C'est pas possible. Avant d'aborder vraiment les questions dionysiennes, votre expérience professionnelle vous a amené à être directeur adjoint de la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul, poste que vous avez quitté au bout de quelques années. Je me demandais si vous l'aviez quitté parce que vous vous êtes rendu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à faire valoir l'environnement face à l'urbanisation, face aux pratiques agricoles, face aux pratiques de loisirs, comme je pense notamment au ski nautique sur la réserve naturelle de l'étang. C'est peut-être pas la meilleure chose. Donc qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Est-ce que ça a provoqué moi, j'ai changé parce que j'ai compris au bout de plusieurs années en fait, que quand on est gestionnaire d'un espace naturel, on est des pompiers. On ne fait en fait qu'éteindre le feu des dérèglements qui sont pris en amont. Et c'est pour ça que du coup, je me suis engagé vers la transition écologique en disant voilà, si en amont déjà on peut régler certains problèmes, ce sera plus simple. C'est pas aussi simple que ça, parce que voilà, c'est vraiment des lignes de fracture. Moi, avec l'écologie, parce que moi j'ai compris qu'en fait, mettre en tout cas la protection de la nature complètement déconnectée du reste, c'est-à-dire de son économie, de son environnement politique, ça ne peut pas fonctionner. En fait, moi aujourd'hui, par le temps, les lectures, la formation que j'ai eue, moi j'étais formé pendant 8 mois sur la transition écologique à ce sujet, en fait c'est une vraie question de systémie. C'est systémique. Le modèle économique aujourd'hui, il est prédateur aujourd'hui du monde vivant, et ça on le dit peu.
Voilà, aujourd'hui, le modèle économique dans lequel le monde est prédateur de l'ensemble des êtres vivants de cette planète. Quand vous dites agir en amont, vous faites quoi Par exemple, au travail, c'est par exemple essayer d'aiguiller vers la désimperméabilisation des sols, pouvoir installer des récupérateurs d'eau de pluie. Mais je ne suis pas tout seul. Hein. Je veux dire, moi, je suis là, en tout cas, à la collectivité pour pouvoir mettre en œuvre. Moi, mon premier dossier que j'ai eu à gérer quand je suis arrivé à la collectivité sur le poste de chargé de mission de transition écologique. Vous travaillez à quelle collectivité ? Donc, moi, je travaille à Saint-Paul. Du coup, à la mairie de Saint-Paul. Ouais. Mon premier dossier, c'était de faire le bilan de gaz à effet de serre. Donc, j'avais des collègues qui avaient déjà commencé ce travail, moi je l'ai fini. On a retoiletté, par exemple, le rapport développement durable pour pouvoir faire les liens. Et ensuite, c'est d'accompagner mes collègues, parce qu'en fait, le nœud du réacteur, ce n'est pas que les élus qu'il faut convaincre, mais c'est aussi de l'intérieur, en fait, donner une dynamique écologique, systémique. Moi, j'aime beaucoup aller faire de l'écologie sur le champ du social, sur la question de l'alimentation, parce que je pense qu'il y a une vraie révolution qu'on peut faire là-dedans. Par le biais de manger, on peut participer au changement climatique. Et moi j'ai eu un cas de... Moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversé il y a 3-4 ans. Je suis allé à Strasbourg et il y a eu donc la présidente de ATD Quart Monde qui a pris la parole sur le sujet pauvreté et changement climatique. Et là, elle nous dit clairement que c'est 10 millions de Français qui vont être impactés par le changement climatique. À La Réunion, c'est quasiment 350 000 personnes. Oui, et quand on a interviewé Erika Barège, on a parlé de Garance, évidemment. Et elle a dit, je ne veux pas parler de Saint-Paul parce que vous êtes sur Saint-Paul, parce que Saint-Paul va avoir les mêmes problèmes. Un jour, il ne faut pas rêver, il y aura des centaines de morts à La Réunion. Parce que. Garance, on a eu 4 morts à Garance, avec Garance à Saint-Denis. Et justement, comment une ville se prémunit contre ce risque de plus en plus puissant ? Et clairement, nous, par exemple, dans le programme municipal, on a une page qui est dédiée, en tout cas, à ce qu'on appelle se préparer, et notamment construire la commune éponge. Déjà, nous, on ne parle plus de la ville, on parle de la commune. Et la commune éponge, c'est justement travailler à ce que l'infiltration de l'eau puisse se faire à différents endroits, notamment dans les hauts, parce que c'est le château d'eau. Et plus on captera de l'eau dans les hauts, moins il y en aura dans les bas, mais surtout, on en aura aussi en période de sécheresse, parce que c'est vertueux. Faire en sorte que dans l'espace public, notamment littoral, on désimperméabilise les sols, les places de parking, on donne des solutions drainantes, qu'on puisse notamment autour des arbres faire des fosses pour que l'eau puisse s'intégrer plus facilement, les équipements sportifs, qu'on puisse y installer des bacs de récupération d'eau de pluie, etc. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est notamment ce qu'on appelle la renaturation ou un reboisement massif de la commune. Nous, on a dit aujourd'hui, il faut 150 000 habitants. Nous, on part sur 150 000 arbres plantés et vivants. Parce que moi, j'ai vu les erreurs et les écueils de dire que tout le monde veut planter, mais à un moment donné, au bout du compte, il n'y a plus grand-chose en fait qui est survie. Et donc, nous, on a dit, c'est 150 000 arbres plantés et vivants à la fin du mandat, donc en 2032. Et ça, c'est des petites différences du coup que l'on peut avoir. Et cette végétation, en tout cas, cet reboisement, c'est bien entendu dans les hauts, parce que c'est là en fait où il faut capter l'eau au maximum. Ensuite, à mi-pente, pour réduire le ruissellement, et ensuite au littoral, notamment pour pouvoir redonner de la fraîcheur. Parce qu'à Saint-Denis, clairement, c'est plus de la moitié de l'année où on va avoir des journées à plus de 31 degrés. Et ça, c'est pas dans 25 ans, c'est exactement entre les 5 à 10 ans qui sont devant nous. Et un maire peut influencer les agriculteurs, peut imposer des mesures aux agriculteurs, peut interdire, comme c'est déjà le cas, mais faire respecter la loi sur la bétonisation des cours et les extensions de toits Déjà, il y a un document déjà qui est fondamental et qui doit être revu et qui est vieux, c'est le plan local d'urbanisme. C'est là-dedans, en fait, clairement. Et nous, la commune éponge, elle va s'inscrire dans cette révision du PLU. Donc là, après, effectivement, et moi je le vois, souvent c'est, on dépose le permis de construire, oui, on ne va pas bétoniser, non, voilà, mais par contre, c'est après, une fois que c'est fait, et les mauvaises habitudes peuvent revenir. Mais ça s'apprend, c'est de la pédagogie, c'est aussi du contrôle. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais pour ça, il faut, comme je dis, il faut armer son administration, parce que je le dis aussi, de manière assez fréquente, c'est pas que le conseil municipal qui fait avancer une ville ou une commune. Vous avez aussi une équipe administrative avec une direction générale des services, des personnes qui sont au bon endroit, qui sont formées. Moi, je vois, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a aujourd'hui ces questions climatiques, quasiment peu d'agents qui sont formés aux impacts au-delà de dire qu'il fait chaud. Voilà. La commune a eu raison de déloger les habitants de la colline ? Moi, je pense que c'était une décision courageuse. Et il faut reconnaître lorsque c'est difficile. Après,
Et ça, cette situation-là, c'est une situation en fait, qu'on a laissé un peu enquister avec le temps. Mais quand il y aura la catastrophe, et quand la catastrophe se produit, ben oui, il y a des drames. Donc c'est nécessaire. Il y a des candidats aujourd'hui qui disent qu'ils veulent l'endiguement. Mais l'endiguement, en fait, ça ne sert à rien. Parce que plus on endigue en amont, plus on met en danger les gens en aval. Ça ne résout pas le problème. Après, là, on parle de quelque chose d'encore plus fin, parce que ça nous amène d'autres sujets, c'est comment on fait le bon équilibre urbanisation. Est-ce que Saint-Denis peut encore absorber entre 1000 à 1500 habitants par an? Voilà. C'est ces questions-là. Est-ce que l'idée, ce n'est pas aujourd'hui de réfléchir à l'échelle de la Sinor, avec Sainte-Suzanne, avec Sainte-Marie, pour un territoire beaucoup plus harmonieux? Dire aussi des lignes qu'on ne doit pas franchir. Est-ce que le choix que l'on fait, c'est donner tout à la ville? Ou au contraire, trouver un équilibre au sein d'une commune où les espaces agricoles, les espaces ruraux, les mi-pentes et les espaces du coup qui sont déjà très urbanisés, ben, de peut-être les rendre beaucoup plus verts ou beaucoup plus végétalisés. Mais pour ça, il faut avoir une vision à 20 ans. Nous, on ne parle pas de Saint-Denis 2026, on parle de Saint-Denis 2050, parce que c'est déjà demain. Et c'est là, en fait, où il faut trouver les points de rupture qui sont importants, mais qui peuvent changer la vie des gens assez rapidement. C'est assez rare une vision à long terme. Mais il en faut. Moyen terme, oui. Mais il en faut, en fait, aujourd'hui. Moi, je ne travaille pas pour, en tout cas, je ne travaille pas pour moi, voilà, et même l'équipe. On travaille pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Moi, en 2050, j'aurai 64 ans, je serai encore au travail. Je ne serai pas mère, je le dis d'avance. Voilà. Et ça, en fait, c'est important de se projeter. Si on ne donne pas une ligne, un chemin, ben comment voulez-vous que les gens se mettent en mouvement? Moi, je le vois avec le changement climatique et la transition écologique. Il faut changer de récit, il faut raconter une nouvelle histoire, il faut pouvoir imaginer c'est quoi demain. Bon, moi, demain, Saint-Denis en 2050, c'est un endroit où il y a plus d'arbres en centre-ville, où il y a vraiment des îlots de fraîcheur, où les cours de nos écoles sont des cours oasis, où l'espace public est plutôt réservé aux enfants, aux seniors, ce que j'appelle la commune sans limite, voilà, pour tout le monde, et moins de voitures. C'est comme ça. Parce qu'en fait, la trajectoire aujourd'hui n'est pas bonne. Quand je vois aujourd'hui le nombre de voitures qui arrivent de Saint-Denis, depuis l'Est, depuis l'Ouest, les habitants qui disent ben, « même chez moi, maintenant, je ne peux plus me déplacer ». J'habite à Saint-Denis, je ne peux plus me déplacer parce qu'on est submergé de voitures. Et donc ça se travaille. C'est du travail aussi de coopération, de respect mutuel aussi que l'on porte avec les maires des autres communes. C'est hyper important. Parce que si on est en conflit ouvert, on ne peut pas y arriver. Mais concrètement, aujourd'hui, il faut travailler avec le Théo, il faut travailler avec la possession. Comment on fait pour capter en fait les gens, pour éviter que les gens rentrent avec leur véhicule? Pourquoi pas demain installer un hub peut-être à la Grande Chaloupe? Voilà, il y a un espace là. Pour que les gens aussi se rendent compte, ne pas prendre sa voiture, c'est du temps qui est regagné aussi sur sa vie. Transport en commun, mais là, ça ne dépend pas que de la Sinor, que de la mairie de Saint-Denis. C'est systémique. Et je rebondis sur 2050, vous ne serez pas maire, c'est pas parce que vous êtes pessimiste, c'est parce que vous Moi, je ne vais pas cumuler des mandats. Non, déjà, pas de cumul des mandats et je n'ai pas envie de passer toute ma vie à faire de la politique. Il y a des séquences en fait. Moi, quand je vois aujourd'hui des candidats qui se présentent pour leur 4e mandat, plus de 25 ans d'exercice du pouvoir, moi, ça me choque aujourd'hui, profondément. Et les habitants qui sont sur la liste me disent la même chose. Je veux dire, ce n'est pas possible. Et il y a des repères en politique qui se perdent, vous d'être présenté comme liste citoyenne, mais la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire pour vous, ou vous êtes quand même plutôt de gauche? Ben, pour moi, franchement, dans le quotidien, dans le pragmatisme, non. Moi, je trouve qu'en fait, ça n'a plus de sens. Ce matin, en tout cas, en prenant la voiture, là, en venant, parce que je n'ai pas pu venir en transport en commun depuis Saint-Denis, c'est très compliqué. En fait, on se dit, des conseils municipaux de gauche qui font de la droite, et qui ne parlent que des questions de sécurité ou d'économie, et des gens qui sont élus à droite ne font que des questions liées au social, etc. En fait, est-ce qu'on ne doit pas... Il y a des marqueurs, je pense, qui sont importants, et aujourd'hui, les marqueurs qu'on doit interroger politiquement, c'est la place de l'humanité, la place de la vie et des êtres vivants dans notre quotidien. Ça, c'est important. La place de l'altruisme, parce qu'on voit aussi une montée des égoïsmes à tous les niveaux. Là, c'est politique. Là, on parle de politique. Mais pour gérer une commune, certes, il n'y a peut-être pas de gauche de droite, aux législatives, c'est pas tout à fait la même chose. En 2022, j'ai cherché, vous n'aviez pas appelé à voter pour qui que ce soit au second tour, alors qu'on avait Naillet contre Jean-Jacques Morel, qui aujourd'hui est clairement en Rassemblement National. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pris position, ou est-ce que
Vous considérez, comme certains, que LFI, c'est comme le RN? Alors, moi en 2022, j'ai fait le choix de dire que les habitants, ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Je crois qu'à un moment donné, si même ça, on enlève. Après, s'ils ont décidé de voter Rassemblement National, c'est parce que peut-être ça répond à des questions, à des urgences que le Rassemblement National peut apporter des réponses. Moi, je suis contre le Rassemblement National et j'ai dit dans mes communiqués, il faut éteindre le fanal. Il faut éteindre le fanal du Rassemblement National, ça c'est clair. Maintenant, comment aujourd'hui un élu peut se dire je suis supra-puissant ou pas, voilà, et que je peux dire aux gens qui me suivent, suivez ça. Nous, on part sur la question de l'émancipation, on part sur la question où les gens peuvent du coup être éclairés par différents moyens. La politique, c'est aussi de la pédagogie. Il y a des lignes de fracture. Moi, je comprends, quand je monte dans les Hauts, quand je vais en périphérie de Saint-Denis, et je vois les gens qui disent, voilà, moi je suis né là, il n'y a personne qui est venu me voir. Moi, j'ai un monsieur qui m'a dit une fois, moi ça fait 40 ans que j'habite au 16e, c'est la première fois que je reçois une propagande électorale par un candidat. Moi, ça me choque. Mais on parlait de mensonges, de promesses non tenues, mais la droite et la gauche, c'est quand même des valeurs, même si elles ne sont pas respectées une fois élues, c'est quand même des valeurs qui sont établies. Il y a un Brésilien syndicaliste qui avait dit l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Je suis d'accord, parce qu'en fait, l'écologie, elle interroge quoi, la question écologique? Elle interroge le système. Elle interroge un système économique aujourd'hui qui est prédateur et qui est le capitalisme. Il faut être clair là-dessus. Hein. Moi, ça a pris du temps avant de comprendre ça. Hein. Clairement, aujourd'hui, quand on défend une écologie systémique qui est là pour remettre de la justice profondément, c'est qu'elle réinterroge un système qui est prédateur et qui est prédateur depuis la colonisation, hein, depuis 1492 à peu près, hein, depuis Christophe Colomb. Parce qu'en fait, il prédate les terres, il prédate des gens. Et l'esclavage, c'est l'expression même de ça. Et donc, dire droite ou gauche, en fait, si la droite et la gauche défendent le système aujourd'hui ultra financiarisé ou ultra capitaliste, oui, et même ça, concrètement, justement, en fait, ça n'existe plus. Moi, par exemple, j'étais pas encore engagé. Quand vous dites que la NUPES, c'était tout à l'heure le capitalisme de la finitude, oui. On va maintenant vous placer à l'extrême gauche, alors vous êtes à gauche de la NUPES. Moi, je me considère pas aujourd'hui ni dans un extrême, etc. Moi, je vis le quotidien. J'essaie de montrer en fait que la politique, c'est le quotidien. Et s'il y a des valeurs qui doivent triompher, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est celle de la vie, celle de l'humanité. C'est là la question qui est. Et est-ce que nos politiques publiques, est-ce que la politique aujourd'hui, elle est là pour favoriser le marché ou favoriser l'humanité? Et ça, c'est quand même deux morceaux qui ne sont pas... voilà. Et c'est là, en fait, où on parle vraiment de politique. Moi, je suis... on est très troublés parce que les gens qui se disent ni de droite ni de gauche, on a l'habitude, on sait qu'ils sont de droite. Ouais. Et vous, c'est pas vraiment le cas. Non. Et moi, j'en ai marre justement un petit peu. Hein. Tout le monde, en fait, essaie de nous mettre dans des cases, etc. Et aujourd'hui, on voit que la jeunesse, ma génération, en fait, elle en a assez, en fait, de se dire « Ah ben, t'es là. En fait, moi, j'ai expliqué un peu mon cheminement aussi. Moi, je suis quelqu'un qui s'hybride au fur et à mesure de son expérience. Voilà, moi, quand je dis je viens des Hauts, voilà, moi, d'une famille très modeste, je pars en France, je fais mes études, je vais dans des villes. Moi, j'ai vécu 7 ans à Saint-Étienne où les gens, ils sont pris en pleine figure la désindustrialisation. Et qui étaient fiers de l'endroit où ils ont vécu et qui continuent à défendre leur territoire. Moi, c'est ça, moi, qui me disent, voilà, nous, la seule chose qu'on n'a pas perdue, c'est l'art et la manière de travailler. Qui me dit, oui, on a eu des sueurs, oui, ça a été dur. On a été maltraité, on a été catégorisé. Moi, je me rappellerai toujours une phrase quand j'étais à Saint-Étienne. Les gens me disent, oui, vous savez pourquoi les oiseaux se retournent quand ils passent. Voilà, Étienne. Oui. Et bien moi, ça m'a profondément choqué parce qu'à un moment donné, en fait, on ne peut pas continuer en fait, à mettre le discrédit sur une population entière, voilà, à juger. Et aujourd'hui, les jeunes, ils disent ça, arrêtez de nous juger. Voilà. Du moment qu'on participe au bien commun, qu'on participe à la vie collective, il n'y a rien d'autre qui doit... Il y a vraiment une inquiétude générale de voir qu'en effet, cette situation de misère, de déclassement, amène à l'extrême droitisation de la société. On le voit à chaque élection monter jusqu'au jour où ils seront au pouvoir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous luttez contre? Bien sûr, du coup, que ça m'inquiète. Nous, on parle du cancer de la peur qui
qui va partout à différents endroits. Nous, la première mesure qu'on a mise dans notre programme municipal, c'est la mutuelle santé communale. Vous ne croyez pas que ça m'embête? Il dira quelque chose de plus fort, mais ça m'embête de voir des gens qui disent je ne peux pas me soigner les dents, j'ai travaillé toute ma vie, je ne peux pas me prendre des lunettes correctes, je ne peux pas envoyer mes enfants faire de l'orthodontie. Je dis aujourd'hui, on a trouvé une solution qui s'appelle la mutuelle santé communale, qui est expérimentée dans 3000 communes, où on dit que la commune, elle fait un appel d'offres, la mutuelle se positionne, et ça permet de baisser le prix de la mutuelle jusqu'à 400 € par an. Nous, dans notre programme, on a dit que ce n'est pas des choses farfelues. Quand 3000 communes le font en France, qui permet en fait d'asseoir de la justice, ben, il faut le faire. Là, je parlais du lutte contre l'extrême droite, dans votre programme, il y a aussi l'intégration. Oui. Ça, c'est quelque chose que les autres candidats doivent peut-être pas trop faire. On a plutôt tendance à dire celui qui est à Saint-Denis doit être né à Saint-Denis, celui qui est au tampon doit être né au tampon, et vous, celui qui est né à Mamoudzou, ça ne vous dérange pas qu'il vienne habiter normalement. La Réunion, c'est son histoire et son héritage. Ce sont des gens qui viennent de partout. Moi, j'ai fait ma généalogie. J'ai des ancêtres qui viennent de Poitou-Charentes. J'ai des ancêtres qui viennent du continent africain. Et j'ai une grand-mère qui est malbaraise. Je fais quoi de ça? Je me coupe en 4 et je donne un petit morceau à chacun? Voilà. Ou est-ce que je me dis, bon, je suis aligné avec ça et je défends concrètement en fait un héritage que mes grands-parents et arrière-grands-parents, que je n'ai pas connus, ont décidé en fait de transmettre. C'est ça aussi des questions que je dis politiques. Dans quel monde on veut projeter nos enfants? Moi, mon obsession, c'est de dire quel est l'exemple que l'on donne à nos jeunes aujourd'hui. Quand vous voyez dans les plateaux télé des hommes ou femmes politiques qui s'écharpent, qui font du Disneyland, moi, c'est pas ça. Voilà, ils ont besoin de repères. Quand vous voyez aujourd'hui des jeunes qui sont en fracture psychologique, on a besoin de maisons de santé mentale pour pouvoir les accompagner. Ils ont besoin d'exemples. Moi, quand j'ai été invité par des jeunes qui me disent « Oui, vous nous inspirez par votre congruence », ben, je me dis « Ok, si j'ai pu déjà faire ça, même si je ne suis pas élu, c'est pas grave. » Mais au moins… J'ai pas compris le terme. À la congruence, c'est quand vous êtes… en tout cas, non, il parle d'alignement ou de cohérence, voilà, mais en fait, quand vous êtes aligné à l'intérieur de vous-même avec vos idées et que vous manifestez dans l'espace public cette cohérence-là, ça s'appelle la congruence, du coup, et ben les jeunes, ils nous disent, ça fait du bien, quoi. C'est ça notre responsabilité. Nous, on n'est que sur la ligne de temps, on n'est qu'à un moment. Et il y a avant, il y a après. Et ben, moi, je pars plutôt du côté d'après, vu mon âge, même si j'ai que 40 ans. Mais il y a tous ceux, en fait, qui sont avant moi. Et on le voit aujourd'hui, le Covid, ça a accéléré, en fait, la dépression. Ça a accéléré les pertes de repères pour les jeunes et même aussi chez les seniors. Et donc, ils ont besoin de lueur. Moi, j'ai eu de la chance quand j'étais étudiant, il y avait des repères. Moi, j'ai Sœur Emmanuel qui est un grand repère, Wangari Maathai, la Kenyane qui s'est battue, le pape François. Il y avait des gens, en fait, qui me disent, ça bouge pas, une forme de figure d'autorité, au fond, qui donne un message, qui donne comment pourrais-je dire, un discours d'humanité profond. Et c'est ça, en fait, le combat politique que j'essaie de pousser, d'exprimer par différentes actions. Et après, notre boulot, c'est de faire le lien. Et c'est pour ça que notre programme municipal, c'est faire lien, faire lieu, faire commune. Et c'est une vraie rupture, nous on le revendique comme ça, c'est une vraie rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et vous parliez de l'intégration, oui, on a réfléchi pendant très longtemps. Est-ce qu'on met ou pas une page dans notre programme municipal avec des actions sur la question de l'intégration des nouveaux entrants? Et on a dit oui, parce que tous les vendredis quand je fais le marché forain, tous les dimanches quand je fais le marché forain, quand je vais tracter, les gens nous disent qu'il y a un problème. En tout cas, ils le sentent comme un problème. Et c'est souvent les miroirs grossissants du Rassemblement national. Voilà, qui dit oui, il y a trop de Maoris à La Réunion, il y a trop de Comoriens, il y a trop d'oreilles. Je dis en fait, chaque décennie a sa victime. Moi, c'est pas ça. Et là, on voit vraiment mon alignement. Et il faut trouver des espaces. Et la commune, nous, on a dit, il y aurait deux moyens. Donc, déjà, avoir un lieu où les nouveaux entrants peuvent s'informer. La culture réunionnaise, c'est un héritage. C'est quelque chose qui est très précieux et qu'il faut le comprendre. Mais on le comprend où s'il n'y a pas d'endroit? Donc on a dit on va faire une maison de l'accueil et de l'intégration, qui est un lieu dans lequel où les gens vont apprendre quelques mots de créole. Oui. Déjà, comment voulez-vous que les gens soient pas… Même moi, des fois, je suis un peu choqué, je me dis ça fait 25 ans que tu es là, 3 mots de créole gagnent par aligné. Elle me dit j'ai pas eu d'endroit pour apprendre. Nous on va le faire. Apprendre des cours de cuisine. Alors ça, c'est par le quotidien. Moi, quand j'étais historien, et j'ai fait un master en gestion et valorisation de patrimoine culturel et naturel. Oui. Et on a eu justement comme cours la patrimonialisation de l'immigration en France.
Et quand vous voyez en fait ces vagues successives en fait de gens qui se sont installés en France, des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Maghrébins, qui en fait aujourd'hui est devenue nation, ben moi je dis ben c'est ça en fait qu'il faut qu'on arrive encore à faire. Et ça peut être par différents moyens. Il y a un art de vivre à La Réunion. Et tout le monde en a conscience. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse cet art de vivre, pourrais-je dire, être mangé par la division, voilà, des idées de rejet et de division, ou est-ce qu'au contraire on le solidifie et on dit ben là il y a des totems et ces totems-là on ne touche pas. Quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, il y a des endroits sur lesquels vous ne pouvez pas aller parce que c'est sacré, c'est tabou. Et ils ont gardé du coup, ils ont tenu bon. Voilà. Et pourtant vous êtes exprimé sur l'embauche du directeur de PMA. Non, je ne me suis pas exprimé Vous là-dessus. êtes co-signataire d'un courrier en tout cas. C'est un autre jeu de Giovanni Payet. Ah, c'est le Giovanni Payet, celui de Sainte-Marie. Pardon. Moi, sur ce sujet-là, je ne suis pas rentré dedans parce qu'au contraire, on ne sait pas. Cela dit, ça rentre dans le sujet. C'est quelqu'un d'extérieur, mais qui va avoir plus de mal à défendre la culture régionale à un poste où il faut. Ça, ce sujet-là, c'est comme tout recrutement d'extérieur. Moi, je dis si quelqu'un a la compétence, quelqu'un est là en fait pour mettre la Réunion en l'air, peu importe son origine. Moi, pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, est-ce que cette personne-là travaille pour la Réunion? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens, peu importe de l'endroit d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont envie de faire de cette Réunion encore une terre d'accueil, encore une terre où du coup les gens peuvent se discuter entre eux, peu importe la religion qu'ils fréquentent? Est-ce que ça, du coup, ça pour moi, c'est être réunionnais. C'est ça l'esprit réunionnais. Si c'est des gens qui sont juste là pour se prendre le fric, parce qu'il y en a, il faut se dire la vérité, le nombre de gens qui disent « je viens là pendant 3 ans, je racle tout et je m'en vais ». Et il y en a plein. Il y a du soleil et Voilà. des nanas. Et il y a aussi des Réunionnais aussi qui abusent de la Réunion. Hein. En fait, on a peur d'en parler parce que c'est touchy, mais les gens le voient. Je vais passer à un autre sujet. Quand il y a eu les législatives en 2022, vous avez fait une petite vidéo à la demande de Parallèle Sud, vous aviez répondu à quelques questions, et dans l'une de ces questions, vous disiez que vous étiez favorable à l'expérimentation du cannabis thérapeutique, mais aussi récréatif. Aujourd'hui, l'ambiance a un peu changé, le préfet Filippini, puis son suivant, font clairement une chasse aux consommateurs de Zamal. Est-ce que vous maintenez toujours cette position pour expérimenter le Zamal récréatif? Moi, je pense que sur le thérapeutique, je pense que là, moi, je resterai, à mon avis, sur la position de 2022. Sur le récréatif, là il faudrait que je prenne, en tout cas, que je travaille un peu plus ce sujet. Parce que derrière la question du Zamal, il y a aussi la question de l'addiction. Et pour moi, l'une des premières addictions aujourd'hui qu'on a à La Réunion, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Moi, quand je vais dans certains quartiers où un enfant doit aller acheter son pain ou son pain au chocolat dans une boutique où on vend de l'alcool, c'est pas bon. Et le débat qu'on a eu notamment, par exemple, sur la taxation pas du rhum, tout ça, voilà. Moi, je pense qu'il faut taxer, oui, parce qu'on voit les méfaits de l'alcool. Moi, je l'ai vécu dans ma famille, et tous les Réunionnais l'entendent, ça, je pense. Les méfaits de l'alcool. Bien entendu, derrière, comme l'alcool c'est plus simple, on part sur de la drogue, voilà. Mais en fait, c'est zéro addiction. L'addiction contre le sucre. Et donc là, il faut être solide, hein. Après, un maire, il ne pourra pas tout faire, mais il y a des espaces sur lesquels, en fait, il faut dire tolérance zéro. L'alcool, pour moi aujourd'hui à La Réunion, la question de l'alcool, elle met en danger la société, elle met en danger la jeunesse. Et notamment les femmes. Hein. Peut-être le sucre dans les cantines. Le sucre, c'est aussi, gérable bien à la sûr. cantine. Et ben nous, on a dit justement dans notre programme municipal que du coup, la question du bien manger dans nos cantines, c'est déjà travailler sur du local, redonner du goût. Nous, on veut 25% d'aliments qui sont dionysiens, parce que ça alimente ce qu'on appelle la ceinture verte dionysienne qu'on a prévu. C'est aussi réduire de 30% le gaspillage alimentaire. Et grâce à ça, augmenter du coup le budget de la restauration scolaire pour pouvoir acheter des produits de meilleure qualité. Aujourd'hui, vous savez pourquoi à Saint-Denis, les enfants ne mangent pas à la cantine ou mangent peu? Parce qu'il y a trop de bruit. Et bien dans ce cas-là, on doit agir sur le bruit, agir sur le goût, agir sur la qualité des aliments. Parce que la question du bien manger, ce n'est pas tant la quantité, c'est la qualité. Et aujourd'hui, toutes les études scientifiques le montrent. Plus c'est nutritif, moins on mange en quantité. Et l'enjeu, il est là. Et donc ça s'accompagne. On ne peut pas aujourd'hui
vouloir l'autonomie alimentaire, ou en tout cas la souveraineté alimentaire, si en fait on ne préserve pas des terres agricoles. On a la révision du SAR actuellement qui dit on est là pour sanctuariser les terres agricoles. Donc ça j'en suis convaincu et il faut le faire. Mais par contre il faut aussi augmenter sur nos territoires et nos communes la surface agricole. Nous on a dit 100 hectares. Voilà, ben bien sûr. Les gens nous parlent, moi quand je suis à Saint-Bernard, quand je vais au Brûlé, quand je vais dans les Hauts-de-Bois-de-Nef, les gens ils ont encore un lien avec la terre. Ils disaient moi dans les années 70 on faisait la bénédiction des semis. On faisait les petites fêtes traditionnelles liées à l'agriculture. Donc il y a encore une mémoire. Quand les gens de Salazie nous racontent, ceux qui habitent dans les Hauts-de-Saint-François notamment, avec le sentier Macassi, disaient qu'on a quitté Salazie et qu'on montait le sentier pour aller vendre nos fruits et légumes à Saint-Denis au marché forain, et qu'à force, et avec le temps, du coup ils sont restés sur Saint-Denis et ils ont fait de l'agriculture, il y en a encore. Moi j'étais encore la semaine dernière dans les Hauts-de-Bois-de-Nef. Vous avez le nombre de rues qui portent le nom de plantes, d'arbres fruitiers. Je vous dis, il y a encore une mémoire. Et donc, du coup, il faut l'entretenir. Et pour ça, il faut trouver les outils. On a aussi quelque chose qui nous a aussi… Dans l'agriculture, oui, oui. La loi du plomb qui réintroduit des pesticides, vous êtes positionné contre. Ouais, c'est clair. Comment on fait pour faire de l'agriculture à La Réunion sans pesticides? C'est possible pour vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est possible, mais ça s'accompagne. Ça s'accompagne aujourd'hui une agriculture de qualité. Vous ne pouvez pas dire aux agriculteurs du jour au lendemain, change toutes. Aujourd'hui, on a la chance quand même dans les lycées agricoles à La Réunion et en France de former à l'agroécologie. Donc il faut du coup, déjà, bien les former, deux, accompagner les agriculteurs qui sont déjà en activité depuis une vingtaine d'années. Moi, je vois beaucoup d'agriculteurs qui me disent on a abandonné l'agriculture conventionnelle ou ils sont en transition pour leur santé, pour leur revenu. Conventionnel, c'est avec pesticides. Tout à fait. Après, généralement, ils essaient de diminuer un petit peu. Mais après, effectivement, ça se travaille, l'agriculture tropicale. Il faut du temps, il faut de la recherche. Quand vous voyez que rien qu'ici, on a même… de la main-d'œuvre, il faudrait revaloriser ce genre de métier. Moi, je pense que ce sont des métiers qui sont essentiels et qu'on doit effectivement revaloriser. Comme tous les métiers qui font appel au lien ou à l'humain ou au vivant. Les métiers d'infirmier, les métiers d'assistant, de personnes âgées, agriculteurs, boulangers. En fait, il y a des métiers aujourd'hui qui nous permettent de vivre bien. Et là aussi, on est sur des points de rupture aussi qui sont importants. On peut faire de l'agriculture sans pesticides, c'est ce que vous pouvez nous dire, défendant les métiers traditionnels. Et un autre pesticide, entre guillemets, l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans IA? Nous, on l'a mis dans notre programme municipal. Donc, une mesure qui s'appelle la création d'un incubateur autour qu'on appelle incubateur PIA, c'est-à-dire pour maîtriser, se former, comprendre et maîtriser en fait l'intelligence artificielle. Moi, je ne vous cache pas, moi je suis allé au dentiste il y a 15 jours et il m'a dit moi j'utilise l'intelligence artificielle, ça me permet de bien comprendre votre dentition. Donc c'est quand même utile, je dis pas, voilà. Oui, mais bien sûr, les SMS que l'on envoie, les trucs WhatsApp, les messages déjà préécrits. Voilà, donc oui. Philippe, lui, il les efface, voilà. Il les enverra pas. Moi je pense qu'il ne faut pas… C'est comme toute technologie, c'est comme quand le train est arrivé, c'est comme quand l'électricité est arrivée. Ce qu'il faut faire attention avec l'IA, c'est qu'elle est prédatrice de beaucoup de ressources. Voilà. Et donc du coup, il faut… Voilà, et donc il faut du coup l'utiliser. Et pour bien l'utiliser, il faut se former. Quand aujourd'hui on ne sait pas utiliser un prompt, c'est compliqué. Et on en parlait encore avec les professions libérales, elles voient aujourd'hui le saccage de l'intelligence artificielle sur leur métier. Ça se voit. Quand vous voyez aux États-Unis, AXA encore en début d'année, c'est 18 000 postes supprimés à cause de l'intelligence artificielle. Les avocats nous disent aujourd'hui clairement que vous pouvez prendre un morceau de papier chez vous, dites rédigez-moi mon contrat de divorce, hop, vous mettez dans la machine, l'avocat le lit, il me dit c'est nickel. Donc oui, il faut se former, il faut apprendre, et il faut un espace. Et je reviens, là on est dans des périodes de grande mutation. Moi, je ne sais pas si l'IA va rester encore là encore dans 50 ou 60 ans, si on a toujours ce problème de ressources, et notamment des ressources énergétiques. Certains disent que oui, on va être limité, il va falloir faire des choix. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on privilégie en termes de ressources? Quand on parle de la question écologique, et là on voit la profondeur de quelqu'un qui parle ou pas d'écologie, si on ne questionne pas la question énergétique, si on ne questionne pas la question de la ressource, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est préférable de prendre de l'eau pour faire de l'agriculture, ou est-ce que c'est préférable de prendre de l'eau pour faire de l'IA et rafraîchir des serveurs? C'est deux chemins complètement différents.
Et c'est là en fait où les points de fracture ils sont, au-delà de droite-gauche. Et sur l'eau agricole, il y a aussi C'est pareil. Si on... plusieurs sortes d'agriculture. C'est la question de l'eau, par exemple. Nous, on est très inquiets du changement climatique. On sait qu'il va y avoir une baisse assez importante de la ressource en eau, une accélération du vent dans certaines zones agricoles. Donc, il y a peut-être certaines cultures aujourd'hui qu'il faudra abandonner. Hein. Les eaux de Saint-Denis, elles vous inquiètent un peu. C'est qu'à un moment, il fallait les... Vous pensez à la canne? Pour moi, la canne, je pense que c'est une culture qui, déjà, les jeunes de ma génération estiment en fait qu'elle n'a plus d'avenir. Voilà. Moi, j'écoute les gens de ma génération. Moi, je vois qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à la faire muter, ou en tout cas à l'hybrider, on ne pourra pas faire tenir encore ce paysage-là dans quelques années. En fait, ce qui est difficile dans la canne, et ça, du coup, c'est ma lecture sociale aussi de la société et des études que j'ai eues, c'est qu'il y a un fort attachement. On ne peut pas demander à des générations, mon papa, il était coupeur de canne. Ah bon, on abandonne ça comme ça du jour au lendemain, mais ça se prépare une retraite. Ça se prépare. Et donc on peut dire que dans 50 ans, dans 60 ans, peut-être qu'on va abandonner la canne et que progressivement, en fait, ces terrains-là sont peut-être là pour faire du maraîchage, renforcer notre autonomie alimentaire. Les gens nous disent, moi je voudrais acheter du sucre de qualité. Moi je vais à Maurice, j'ai 20 qualités de sucre différents. J'arrive à La Réunion, j'ai que 1 ou 2 types de sucre. Les gens disent, ben, c'est pas normal. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, sur la trajectoire de la canne, elle va réduire, à mon sens, en tout cas. Et il faut l'accompagner, cette disparition. Moi, je pense qu'à terme, elle ne pourra pas tenir comme ça. Économiquement, ça ne tiendra pas, parce qu'il faut des subventions. Et on sait très bien, comme tout chef d'entreprise, une entreprise, un projet ne peut pas tenir avec des subventions X. Il faut de la ressource depuis l'intérieur. On a eu cette ressource pendant l'esclavage, on a eu des gens et des femmes qui ont coupé, c'était de l'énergie. Aujourd'hui, on n'en a plus. Les grandes révolutions liées à la canne, elles datent d'Émile Hugo, quand même, qui a modernisé Savannah comme il a pu, qui a créé ensuite, pareil pour Bois-Rouge, etc. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'un système. Il faut que les gens le comprennent. Et est-ce qu'on le fait perdurer la mémoire? Oui. Est-ce qu'on en fait une variété de cannes où on fait plutôt de la recherche et développement sur la canne pour l'exporter après et créer de la richesse? Moi, là-dessus, je pense être d'accord. Mais est-ce qu'il faut continuer à faire perdurer le patrimoine, en tout cas la culture de la canne dans les 50 prochaines années, avec le changement climatique, avec les ressources que l'on n'a pas? Je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Oui, j'avais une question donc sur l'eau. À Saint-Denis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant un moment, ils étaient obligés de mélanger les eaux qui venaient du côté de la montagne avec les eaux qui venaient du côté du Chaudron, parce que celles du Chaudron ne répondaient pas aux normes. Aujourd'hui, on est quand même sur une eau de meilleure qualité, quand même à Saint-Denis. La difficulté, c'est qu'on voit de plus en plus, et ça n'est pas qu'à Saint-Denis, c'est quand même dans tous les cours d'eau de la Réunion, c'est une augmentation des pollutions, et notamment des pollutions plastiques. On voit de pollutions pharmaceutiques, et ce qu'on voit aussi de plus en plus maintenant, c'est la caféine. Et la caféine, parce qu'on boit de plus en plus de boissons énergisantes. Et ça, du coup, ça perturbe le milieu et ça nous perturbe nous parce qu'on va le boire. Et aujourd'hui, on parle aussi des PFAS qu'on peut en trouver, qu'on ne peut pas. Voilà, il y a des vrais sujets sur la question de l'eau. Hein. Voilà. Et il n'y a pas que la pollution agricole, c'est tous les dépôts sauvages que l'on peut faire. Il y a du ruissellement, les batteries que vous laissez en. Les gens se rendent compte, quand je dis les gens, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience que sa batterie qui va laisser au pied d'une poubelle et qui part ramasser, qui va commencer à suinter. Et bien, quand il va pleuvoir, ça va ruisseler, ça va se retomber, ça va tomber où au final? Dans nos rivières, dans nos ravines et dans l'océan. Et dans l'eau du robinet à terme. Voilà. Et donc il faut trouver justement moi je pense que le temps de la sensibilisation, il est révolu à mon sens. Oui. Il y a un vrai... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut vraiment en fait conscientiser. Il faut en fait qu'on appelle le concernement. Il faut qu'on arrive à concerner les gens. Il faut que les habitants comprennent que là, on parle de leur vie. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, et je suis quelqu'un qui est très engagé sur la question de l'eau et la question de l'alimentation, parce que ce sont des choses que l'on ingère, qu'on introduit dans notre corps. Et donc, si on a conscience que les choses qu'on ingère, c'est toxique, ben, vous ne le consommerez pas. Et c'est là, en fait, qu'il faut avoir du coup une... oui, on parlait de... J'ai entendu des neuroscientifiques qui disaient qu'il faut que le niveau de conscience soit supérieur, c'est-à-dire politique. Et il prenait comme exemple le tabac. Tout le monde sait que c'est mauvais de fumer, et tant qu'on a dit ça, il
s'est rien passé. Il a fallu interdire le tabac à l'intérieur, augmenter considérablement le prix du tabac pour que ça ait un effet. En fait, dans ce qu'on appelle la courbe du changement, il y a en fait différentes étapes. Vous avez les pionniers, vous avez les aventuriers, après vous avez ceux qui me disent bon, pourquoi pas. Et après, il y a ce palier-là, les 30% à atteindre, qui en fait donne l'effet de ce qu'on appelle d'entraînement. Et parfois, il faut utiliser la contrainte, donc qui peut être une loi. Des fois, ça peut être incitatif, comme par exemple le prendre son vélo. Et ben, si demain, une politique publique dit pour pouvoir faire le point de bascule, on accompagne financièrement les gens à l'acquisition d'un vélo parce qu'en face, il y a les parkings pour un vélo, il y a les pistes cyclables, etc. Et ben, en fait, c'est ça. Mais à un moment donné, en fait, il faut utiliser différents outils pour pouvoir basculer. Et après, de toute façon, il faut être clair, dans un groupe, il y aura toujours 30% de récalcitrants. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas. Mais c'est la société. Et c'est tout écosystème vivant qui est comme ça. Il y a toujours des forces pour et des forces contre. Et ça, c'est la vie. En effet, il y a encore des gens qui fument. Ah oui, oui. Mais moi, en tout cas, ça... Bon, aujourd'hui, on est choqué quand même de voir des gens qui fument dans un restaurant ou dans une... Moi, j'ai connu les boîtes de nuit où on fumait. Ou quand je rentrais à la maison, il fallait suspendre le... Les boîtes de nuit, les avions, les lieux de travail. Vous avez critiqué Erika Barège, notamment parce qu'elle utilisait, selon vous, les moyens de la commune pour faire campagne. Vous critiquez aussi la toute-puissance des gros partis qui ont plus de visibilité médiatique, vous disiez ça tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'intégrer ces partis en fait, pour faire valoir vos idées? Non, c'était vraiment pas possible. Non, sur un point de rupture. Non, je pense qu'aujourd'hui. Il n'y avait aucun alignement qui aurait pu. Non. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a un alignement qui ne permet pas en fait de rentrer dans un système. On a eu des discussions avec d'autres candidats qui nous disent là, on veut rentrer dans un système pour casser le système. Donc, je dis non, mais en fait, ce système-là, on ne peut pas le casser. Il est déjà en train de se casser la figure. En fait, il faut que dès à présent, on crée un autre système, un autre chemin qui parle d'autres valeurs, qui positionne autre chose en fait. Et donc c'est là-dessus qu'on se positionne. Moi, je ne sais pas jusqu'où va m'emmener l'élection municipale, j'en ai aucune idée. Je travaille tous les jours pour pouvoir convaincre les gens de dire voilà, faites-nous confiance, vous pouvez avancer parce que c'est un chemin qui est plus juste, qui est coopératif. On parle de ces mots-là. Voilà. Moi, je suis de 85. Quand je suis rentré à différents stades à l'école, on m'a dit restriction de budget, restriction de budget. En fait, on est la génération restriction de budget. Donc finalement, quand on arrive à 40 ans, on se dit, en fait, on est habitué en fait, à avoir moins. Et aujourd'hui, les hommes et femmes politiques, ils nous font croire qu'en fait, que c'est de l'abondance de partout. Et qu'ils n'arrivent plus à faire des choix. Nous, on a grandi avec des choix à faire. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? Et dans notre programme municipal, quand on choisit 30 mesures, c'est des mesures en fait, qui ont été choisies non pas pour gaspiller de l'argent, mais pour répondre à des projets, à des besoins qui sont essentiels. Quand on dit on veut une maison de la santé mentale, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie détresse chez les jeunes, chez les familles monoparentales, les femmes notamment, mais aussi chez les seniors. Tous ces gens que je vois qui sont basculés dans la retraite sans préparation, et ça crée de la détresse. Et c'est à la société en fait de répondre à ça. Donc nous, on fait des choix. Nous, clairement, il n'y aura pas 3 feux d'artifice à Saint-Denis dans une année. Ça, c'est clair. Et ça, on a débattu longuement. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faudra en choisir. Et ce sera la population de choisir. Et d'ailleurs, on a dit qu'on mettra des espaces où les gens pourront être consultés. On dit clairement qu'il faut ce qu'on appelle l'échelle du pouvoir citoyen, avec un devoir d'interpellation beaucoup plus fort. Quand vous avez 100 signatures, par exemple, clairement, vous devez rencontrer un élu. Quand vous avez 1500 signatures, il faut qu'on en parle au conseil municipal. Et plus vous montez en termes de signatures sur un projet, plus du coup c'est concernant. On réfléchit à des conventions citoyennes municipales sur certains sujets. Par exemple, ça c'est concrètement ça la politique. Mais ça fait 20 ans que les candidats disent quand je serai élu, il y aura des référendums populaires, des référendums citoyens. Et une fois élu, jamais on n'organise quoi que ce soit. La ville de Lyon l'a fait sur l'eau. Ouais, mais à La Réunion, on n'a pas vu beaucoup. Voilà. Est-ce que vous vous engagez, vous, à organiser des référendums à chaque fois que l'un de vos projets demande une enquête publique? Parce que l'enquête publique, c'est avis consultatif et puis on se lave les mains avec. Là, par exemple, moi j'ai fait dernièrement la concertation sur le sentier littoral nord. Moi, j'ai fait toutes les réunions du soir avec quasiment pas de gens. Parce que manque d'informations, etc. On a eu du mal en fait à mobiliser, en tout cas, ce qui est dommage, parce que c'est quand même un beau sujet. Donc, en fonction des projets, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut dire clairement, dès le début, dans son projet municipal, ce qu'on va faire.
Nous, on a dit clairement ce qu'on veut faire. Mmh. Si les gens nous élisent, moi je pense que du coup, ça signifie que c'est positif. Après, sur certains sujets, nous par exemple, il y a des sujets qui nous sont beaucoup. On ne peut pas tout mettre sur le. On peut pas. Toute décision ne peut pas être soumise au référendum, etc. Oui, oui. Mais par exemple, sur la question de l'eau, comment on la partage, comment on la protège, la question des transports, même si on a déjà fait, nous on propose la gratuité des transports en commun pour tous. Donc ça, pareil, il y a des sujets en fait clairement qui méritent plus d'attention et plus de participation. Parce que concrètement aujourd'hui, les gens qui votent, voilà, en 2020, c'était la moitié de la population qui n'a pas voté. Ouais. Donc comment, voilà, et dans cette moitié qui n'a pas voté, il y a une partie qui a voté d'un côté et une partie qui a voté de l'autre. Il y a pas Peut-être de- qu'on voterait voilà. plus aisément si on savait que le résultat du vote, ça serait un veto. De se dire, là on y va pour voter. Nous, on a mis, si on a plus de 30 000 signatures, par exemple, sur un problème qui était signalé par un groupe, par 30 000 personnes de Saint-Denis, et ben du coup, il y aura une votation, un référendum municipal contraignant. Référendum, Voilà, parce qu'en fait, les gens se rendent pas, en tout cas beaucoup, bon, je pense que beaucoup d'hommes, femmes politiques ont oublié. Quand quelqu'un se mobilise, qu'il a son trou qui fait 25 ans que le trou est là, qu'on n'a jamais réparé, ça fait de la rancœur. Le poteau de lumière qui n'est pas réparé, etc. Ben, les gens disent ça ne fonctionne pas, c'est du désordre. Et on a dit il y a des projets qui peuvent être partagés. La question de la cantine scolaire. Est-ce qu'on augmente ou pas de 25% le budget sur la restauration scolaire pour mieux nourrir nos enfants? C'est une question qui impacte le budget municipal, mais ce sont des choix politiques. Et je pense que sur certains sujets, oui, à un moment donné, il faudra poser des questions parce qu'on est dans une période de transformation, de mutations qui sont profondes. Et il faudra poser la question, qu'est-ce qu'on privilégie ou pas? En cette période de transition, donc, quel bilan vous tirez de la mandature d'Éric Labarège à Saint-Denis? Moi, en tout cas, ce que je peux lui reconnaître, c'est sa détermination. Voilà. On a quand même une femme politique aujourd'hui qui défend un projet municipal, qui parfois n'aboutit pas. Moi, ces fois aussi, c'est en Elle annonce 98%. Ben voilà, mais justement, comment on peut fixer 98% si en face vous n'avez pas d'indicateurs, qu'on n'a pas fixé les indicateurs depuis le début et qu'on ne sait pas de manière transparente qu'est-ce qui a été validé et quand on entend ensuite, ah ben les 2% qui restent, on ne sait pas ce que c'est. Ça ne fait pas sérieux en fait. Nous, c'est pour ça que dans le programme municipal, on a dit c'est tant de logements livrés en 2030. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, on explique. C'est 150 000 arbres plantés. Après, il y a sur des thématiques, par exemple, on n'a pas de données chiffrées parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Et ça, il faut le dire aussi. Mais si je reviens à votre première question, c'est une femme politique, du coup, qui est courageuse. Hein, là-dessus, c'est indéniable. Dans un monde, quand même, qui n'est pas stable, clairement. Mais ce que je dirais pas que je lui reproche, parce que je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, etc. Moi, ce que je pense aujourd'hui qui n'est pas sain, c'est cette hyper-communication à la ville de Saint-Denis, à différents endroits, voilà, dans des journaux pour enfants, dans les cinémas, à la télévision. Et en fait, et les gens, nous habitants nous le disent, on a l'impression en fait qu'elle est partout, présente, partout. Et ça, en fait, ce n'est pas bon. Parce que le conseil municipal, je le rappelle, le conseil municipal, c'est 59 personnes qui siègent. C'est 59 hommes et femmes, de la majorité comme de l'opposition, qui doivent se mobiliser pour améliorer la situation. Et ça, du coup, c'est pas sain, parce qu'on rentre après dans des dérives qu'on a pu voir ailleurs. Donc oui, cette hyper-communication. Et pareil, on a eu beaucoup de slogans à Saint-Denis. Moi, souvent, je le dis, mais capitale en mouvement, capitale outre-mer en mouvement, mais pour aller où? C'est ça que les gens attendent. C'est ça qu'on attend. On va où? Est-ce qu'on recule? Voilà. Voilà. Souvent, il faut bouger, il faut avancer. Mais où? Mais peut-être qu'on est Voilà. bien là où on est. Nous, si on veut capitale outre-mer en mouvement, c'est en mouvement pour plus de justice, pour plus d'écologie sur notre territoire, pour que justement les fractures elles se résorbent au fur et à mesure. Nous, on a conscience, 6 ans de mandat, c'est très court. C'est très court, le temps de former les élus, qui doivent être formés tout le temps. Parce qu'il y a ça aussi qu'on doit mettre aussi sur la table. Hein, quand il y a des citoyens qui s'engagent et qui ne sont pas là depuis 18 ans ou 20 ans, eh ben, il faut quand même les former. Parce que les lois avancent vite.
il y a des points de rupture. Donc, il faut déjà les former dans un premier temps. Donc, ça, c'est les 6 premiers mois du coup du mandat, c'est formation accélérée pour comprendre comment ça fonctionne. Et une formation accélérée avec les administratifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quand même une administration qui est là pour mettre en œuvre le projet municipal. Donc là, c'est ces 6 mois-là qu'on se donne, c'est un collectif de nouveaux élus avec une administration qui est là, qui connaît, qui a l'expérience, qui a la mémoire. Parce que c'est important d'invoquer aussi la mémoire, dire ah ben là, ça ne marche pas. Là, on a des habitudes. Il faut faire du cousu humain maintenant aujourd'hui pour pouvoir avoir une politique publique qui soit la plus efficace possible. Moi, je ne crois plus à dire il y a un dispositif et tous les quartiers auront le même truc. Ça ne marche pas. On a évoqué quelques éléments de votre programme tout au cours de la discussion. Est-ce qu'il y a une mesure phare que vous souhaitez mettre en… Pour nous, la première des mesures, en tout cas que l'on défend, c'est vraiment la mutuelle santé communale pour tous les habitants. Et je le dis bien pour tous les habitants. Et notamment pour les agriculteurs, pour les professions libérales, pour ces boulangers, ces maçons, qui en fait qui n'ont pas de protection sociale. Parce qu'en dit, ils nous disent que c'est trop cher. La mutuelle santé, c'est 400 € d'économie par an, grand maximum, d'après les études qu'on a pu faire. Donc, et du elle coup, coûterait combien alors? elle ne coûte rien à la collectivité. 0 €, c'est juste que la collectivité, elle mobilise un agent pour dire tu me rédiges un cahier des charges dans lequel tu mets ce que attendent les citoyens. On fait un appel d'offres et c'est la meilleure offre qui permettra de faire baisser. Mais la commune, elle ne met rien du tout. Et le citoyen, Voilà. celui qui va adhérer à cette mutuelle, ça lui coûterait combien? Eh bien, ça va dépendre après de son profil. Il y a de tout. Aujourd'hui, ce que l'on sait, il peut y avoir donc le tarif jeune actif, famille et après senior. Après, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils veulent rajouter en plus. C'est une mutuelle normale. Oui, c'est une mutuelle normale. Et on peut mais espérer combien moins cher que Alors, si je vais moi-même à la mutuelle. c'est entre 20 à 30% dans toutes les mutuelles qui ont été faites aujourd'hui, c'est les 3000 qui existent. Alors j'en connais une où ça n'a pas bien marché, à Saint-Paul. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pris le bon contrat. Je ne pourrais pas me prononcer sur ça parce que c'est ma collectivité de rattachement. Et là, j'ai un droit de réserve que je dois appliquer. Là, je ne me prononcerai pas là-dessus. Sur les 3000 communes aujourd'hui qui existent, Grenoble l'a fait, Béziers est même plus loin. Béziers a commencé par une mutuelle communale et elle a transformé ça en mutuelle intercommunale. Parce qu'en fait, les gens, voilà, c'est des questions d'échelle. Et là, on revient tout à ce qu'on dit, est-ce qu'on joue l'individu ou est-ce qu'on joue le collectif? Nous, on a dit, bon, on joue le collectif. Parce que c'est un moyen de faire baisser certaines prestations. Donc, c'est à peu près 20 à 30% en moyenne sur sa cotisation mensuelle et c'est jusqu'à 400 € en fonction de ce que l'on prend. Et les gens aussi nous interrogent sur le terrain, nous disent, est-ce qu'on pourrait rajouter la mutuelle décès, M. Payette? Eh bien, si demain, nous, on est aux responsabilités, eh ben, nous, on a décidé justement dans cette partie sur la démocratie participative, sur des sujets concrètement qui peuvent être importants pour la population, qui cofabriquent avec nous une délibération, un cahier des charges. Donc, si demain, on crée un panel d'utilisateurs, je dis voilà, on crée le panel d'utilisateurs pour bâtir le meilleur appel d'offres pour la mutuelle santé, bon, on le fait. C'est eux qui connaissent. Moi, j'ai mon besoin, mais Madame Fontaine, dans les Hauts de Saint-Bernard, elle a peut-être d'autres attentes. Certains candidats mettent en avant l'insécurité. Pour vous, l'insécurité à Saint-Denis, c'est une réalité ou c'est un sentiment exagéré pour surfer sur les idées sécuritaires, justement? Ou un slogan. En 2025, quand on a fait la grande enquête, on a fait une grande enquête sur le premier semestre 2025, on a posé « Est-ce que vous vous sentez en insécurité à Saint-Denis ?» Donc, il y a des quartiers où les gens se sentent en insécurité. Il y a aussi le côté protéiforme de l'insécurité. Moi, en tout cas, quand on a dépioté l'enquête, les gens nous disent moi, quand je vais déposer mon marmaille à l'arrêt de bus et qu'il y a des chiens errants, moi, oui, je suis en insécurité. Voilà. Et en fait, je ne crois pas, moi je ne suis pas aussi catégorique ou aussi polarisé que beaucoup de candidats. Dans la question de la sécurité, il y a énormément de nuances. Moi, il y a des femmes qui nous disent « je ne me sens pas en insécurité à Saint-Denis. Par contre, dans ma rue, quand je rentre chez moi que la lumière n'est pas allumée, j'ai peur. » Et ça, c'est un sentiment, parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas plus de crimes et de délits quand il n'y a pas de lumière. Effectivement, mais il faut quand même répondre à ça. Oui, c'est un sentiment. Et c'est notre boulot de répondre en fait à des femmes, à des groupes de femmes, à des groupes de jeunes filles qui disent on ne va pas emprunter cette rue, même si ça nous ramène directement plus rapidement à notre logement, parce que ce n'est pas éclairé. Et vous mettriez plutôt la lumière plutôt que des caméras?
Ah oui, et moi je veux pas en fait qu'on en arrive à un état totalitaire, hein. Parce que moi j'ai vu dans certains programmes quand même caméra 24 heures sur 24 et drone. Moi j'ai jamais vu aujourd'hui dans des villes françaises ou des villes à l'étranger où la présence de drones qui volent toute la journée, qui protègent le citoyen. À un moment donné, la protection du citoyen, elle est liée quoi? Elle est liée au lien que nous avons, hein. Si nous n'avons plus aucun lien et que nous ne nous connaissons pas, comment voulez-vous qu'on crée un lien de confiance? La sécurité, elle est bâtie sur ça, justement, le contrat de confiance des individus au sein même d'une même société. Aujourd'hui, les drones, c'est interdit par la Constitution pour Mais la des Constitution, circonstances exceptionnelles et qui sont de plus en plus simples. demain, vous avez le Rassemblement national qui gagne, hein, et vous avez une majorité de députés, de sénateurs qui sont RN. Et bien, votre Constitution, elle change, hein. J'ai eu le même papier quand il y a eu l'inscription de l'avortement dans la Constitution. On nous a dit oui, c'est formidable, on a inscrit l'IVG dans la Constitution, mais demain, on a un régime totalitaire ou fascisant ou illibéral qui arrive, ça vole tout ça. Et donc c'est vraiment ce que je dis, le militantisme, ces associations en fait qui prennent du galon, qui sont libres. Nous on était obligés de mettre dans notre programme municipal, vous vous rendez compte, sécurisation des associations, et vous avez le droit de critiquer le pouvoir municipal. Et il faudra savoir pour qui voter entre les premiers et deuxième tours aussi. Eh oui. Et c'est là aussi, c'est qu'on invoque l'engagement, on invoque le courage, faire confiance à des personnes en fait comme nous, des listes citoyennes en fait qui sont conscients des enjeux, parce qu'on a des freins, on a des obstacles à franchir, etc. Et on sent en fait un peu ce bruit ambiant. Ah ben c'est fait. Ben, je dis si c'est fait, pourquoi voter? Ça n'a aucun intérêt en fait. Pourquoi mobiliser des agents, de l'argent, tout ça, si tout le monde estime que c'est joué d'avance, mais par contre, vous avez de la colère partout. Hier, encore en discussion avec une organisation, les médecins sont en colère, les infirmiers sont en colère, les masseurs sont en colère. Maintenant, les enfants dans les collèges, lycées, ils sont en colère. Non, mais au-delà de ça, c'est que... Moi, je pense que... donc ça montre tout que... lycéen doit avoir fait... Oui, non, mais... Moi, je peux comprendre qu'ils sont en colère quand il fait 35 dans une salle et qu'il n'y a pas un brasseur d'air et qu'ils ne peuvent pas travailler correctement. Bien sûr, il y a de l'indignation et de la colère. Mais aujourd'hui, en fait, dans tous les spectres de la société, tout le monde est en colère. On ne peut pas gouverner un endroit, un espace, un lieu, si tout le monde est habité par la colère, enfin. Il faut être raisonnable. Je veux dire, c'est dangereux. Aujourd'hui encore, on est comme en France où les gens ne sont pas armés. Mais on peut aller vers n'importe quoi sous le coup de la colère. Et donc quand nous, on veut lutter contre les addictions, qu'on veut éclairer plus le débat, qu'on veut faire de la pédagogie à différents... C'est pour apaiser toutes ces colères tristes-là. Et c'est pour ça que le RN, il monte. Parce qu'en fait, il se nourrit de ça. Moi, quand je joue mon téléphone portable et que je vois X ou Tartampion en train de dire « oui, ça brûle à Saint-Denis, insécurité majeure, etc. » ben, moi, je dis « moi, je ne vis pas là. » Ben moi, je suis un peu loin, je ne vis pas non plus dans un endroit où j'ai une chance sur 4 de me faire agresser. Mais effectivement, quand on va coller nos affiches, quand on va tracter dans certains quartiers, oui, il y a des poubelles qui brûlent à partir de 18h30. Donc ça, il faut régler. Et ça, on a mis dans le programme, on dit à un moment donné, les 100 affaires qui déconnent, mais il faut pouvoir les régler. L'association Anticor a estimé que la Réunion faisait partie des territoires les plus corrompus de la République. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre la corruption? Quand ils sont venus à La Réunion, on était les seuls à être présents à l'université du Moufia pour écouter leur exposé. On est quand même dans le top 5 des départements les plus corrompus, numéro 1 pour les marchés publics. Et c'était au même temps que l'affaire du maire de Sainte-Suzanne. Voilà. Donc déjà là, on se prend un coup de bâton pour dire « ah ouais, quand même, super ». Et nous, on a dit clairement, c'est ce qu'on a mis dans le désengagement, lutte contre le clientélisme, lutte contre la corruption. Et c'est là où on peut utiliser l'IA. Parce que Anticor, notamment, nous disait qu'ils utilisaient l'IA pour mettre dans la machine l'ensemble des contrats, pour pouvoir analyser et voir où va l'argent au fur et à mesure. Parce qu'il y a des petites pratiques. Voilà, c'est pareil pour le pantouflage. C'est pareil. Et donc oui, nous, là-dessus, il faut de l'éthique. Et pour ça, il faut déjà que son conseil municipal il soit concerné. Quand on plafonne les indemnités, nous, on a dit pas plus de 5 000 euros d'indemnités brutes par mois, tout cumulé. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de créer des SPL. Hein. Oui. Parce que ça, c'est pas compté dans le... Tout le monde dit, oui, de toute façon, un élu, il est plafonné à 8 000. Oui, c'est les indemnités d'élu. Mais quand vous êtes président, directeur général, quand vous touchez 500 euros de jetons, quand vous allez à une réunion à la Nordève et vous en faites 10 dans l'année, concrètement, oui, vous avez
peut-être pas envie d'abandonner ce sujet-là. Donc nous, on a mis clairement des plafonnements de 5 000. Et on a de la chance aujourd'hui, j'ai une liste avec des habitants qui n'attendent pas d'indemnité, qui veulent juste tout simplement que des élus soient là pour leurs habitants. Moi, j'entends aussi d'autres candidats qui disent on ne prendra 0 indemnité, mais ils vivent de quoi? Ils vivent de quoi? Donc ils sont déjà pétés de thunes déjà depuis le début. Et c'est pas cohérent en fait. Voilà, parce que s'ils ne prennent pas la mairie, ils vont prendre la Sinor. Parce qu'ils ne disent pas toute la phrase. Je ne prendrai pas d'indemnité à la mairie, mais à la Sinor, on prend. Quand on veut encore créer par exemple, une cité des sciences et de la vie à Saint-Denis, qui pourrait devenir certainement une SPL, bah vous mettez aussi un nouveau président-directeur général ou une présidente. Et ça, c'est du cash qui rentre. Quand vous avez des élus qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, vous trouvez ça juste? Franchement, moi, ça m'écoeure à un moment donné, quand vous entendez tous les jours les gens qui vous disent clairement que les mois sont trop longs et que le salaire il ne tient pas, qu'on est obligé, au bout du 9 du mois, on est obligé de choisir entre un pot de yaourt et une tomate qu'on va aller acheter. C'est pas digne, c'est pas ça en fait l'endroit où j'ai envie de vivre. Et donc à un moment donné, il faut donner l'exemple. Et l'exemple, c'est 5 000 euros. Si vous n'êtes pas content, vous ne faites pas partie du conseil municipal. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais même 10 000, c'est bien en deçà que ce que gagnent des directeurs, même d'autres postes privés, hein, des médecins. Je suis pas. En fait, ce qui est important aussi, j'ai pas la main sur tout. Un maire n'a pas la main sur tout. Nous avons la main demain au conseil municipal de rédiger un règlement intérieur, de plafonner ce que nous pouvons faire. Si les autres ensuite, ils n'ont pas conscience en fait dans la société où nous vivons, elle est profondément injuste. Et ben nous, on montre par l'exemple que c'est possible, qu'on vit bien et que c'est pas pléthore d'argent qui rend les gens heureux. On voit les transitions de vie qui sont faites notamment par beaucoup de jeunes qui ont été des ingénieurs, qui ont beaucoup d'argent et qui disent en fait ça me remplissait de rien. Oui, et pour autant, les jeunes, encore un peu plus jeunes, ne veulent faire un métier que si ça gagne beaucoup d'argent. Et bien là, vous n'êtes pas dans la nuance. C'est pas tous les jeunes qui sont comme ça. Beaucoup de lycéens, collégiens qu'on rencontre. Si vous avez une étude scientifique, sociologique qui me dit ça, ok. Moi, et c'est pareil que la question où c'est parce qu'il y en a, parce que s'il y en a, c'est ce que je dis, si dans un panier il y a une pomme, il y a une tomate gâtée, tout le panier est gâté. Ben non. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui de remettre de la nuance, d'avoir des données chiffrées précises sur ça. Moi, j'en ai marre d'entendre toujours soit les vieux c'est comme ci, les jeunes c'est comme ça. Non, il y a des gens en fait qui sont pas là-dedans. On va faire un article là-dessus sur le rapport des jeunes et du travail. On a dépassé l'heure, donc ce que je vous propose c'est de passer à la séquence des questions express, donc rapides. On en pose chacun un tour de rôle et je vais vous poser la première parce que vous avez vécu à Saint-Étienne. Parce que toi aussi. Qu'est-ce qui vous manque de cette ville et de ses environs aujourd'hui? Je crois vraiment il y a une bonté chez les Stéphanois que j'ai pas trouvé partout. Et cette valeur qui consacre au travail. Ce sont des gens qui sont extrêmement fiers de leur travail. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais étudiant. Et j'ai appris justement, ça veut dire quoi le travail bien fait. Et c'est par le travail bien fait qu'ils ont retrouvé de la dignité. Moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a cette... Moi, demain, si j'arriverais à faire un partenariat avec cette ville, avec cette commune de Saint-Étienne, moi, je le ferais. Parce que c'est des gens qui sont extrêmement bons. Vraiment. Pouvez-vous citer 3 noms de personnes qui sont des modèles pour vous? J'ai Sœur Emmanuelle, que je l'avais cité tout à l'heure, le pape François, notamment pour la préoccupation qu'il a eue sur ce qu'on appelle les minuscules, et la générosité et la bonté en fait, que l'on doit donner aux gens qui ne sont pas visibles. Et à La Réunion, du coup, parce que vous en avez 3, c'est Karine Potin, qui était l'ancienne directrice de la réserve marine, qui est aujourd'hui la directrice de l'Agence régionale de la biodiversité, mais qui est une femme pour moi qui est l'expression de la détermination, du courage, parce qu'elle a eu le dossier requin, etc., à gérer, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu une amie, mais c'est vraiment un modèle en fait de réussite réunionnaise. Il faudra lui dire de regarder l'interview. Très bien. Si Saint-Denis était un musée de l'horreur, quelle en serait la pièce maîtresse? Si Saint-Denis était un musée de l'horreur, la pièce maîtresse, moi, j'aurais dit l'état de délabrement quand même du centre-ville.
et le manque de propreté, et qui du coup est peu attractif. Et on voit clairement aujourd'hui les commerçants qui sont en train de fermer les uns après les autres. Ce n'est pas attractif, clairement. Et à contrario, la fierté de Saint-Denis. Je laisse passer. Moi, je dirais sa fierté, c'est la grande diversité des gens qui vivent à Saint-Denis. Moi, quand je rencontre des Kenyans, des Camerounais, des Sénégalais, des Mauriciens, des Malgaches, des Oreilles, moi, je dis ouais, je suis bien de vivre là, en fait. Je suis content de vivre là. Je suis content de vivre là. Combien gagne le ou la maire de Saint-Denis? Maintenant ou plus tard? Maintenant. Les deux. Donc maintenant, je crois que c'est 5 900 €. Voilà. Et nous, demain, ce ne sera pas plus de 5 000, max. Merci Giovanni Payette. Merci bien. Merci.